Bienvenue dans Pop-Up, le podcast qui explore la scène pop belge. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une artiste au parcours impressionnant entre télécrochet, composition et moments d'émotion. Elle a conquis le public avec sa voix puissante et ses textes aussi sincères que touchants. Vous l'avez peut-être découvert dans Belgium's Got Talent, The Voice ou encore à travers ses singles marquants comme Si tu pars et plus récemment Dis-moi. À 27 ans, elle continue d'évoluer sur la scène musicale belge avec une marque de fabrique bien affirmée. Piano, bob et une communauté qui la soutient, elle a su imposer son style avec authenticité. Aujourd'hui, elle est avec nous pour nous parler de son parcours, de ses inspirations et de ses projets, ici dans Pop-Up. Salut Mila. Salut. Comment vas-tu ? Super, super. Et toi ? Mais ça va super bien. Merci beaucoup d'être ici. Tu as 27 ans. Oui, c'est exact. C'est ça. De base, tu es de la Louvière, donc de la province du Hainaut. Et Tu as migré vers Bruxelles. J'ai l'impression Oui. que tous les artistes vraiment migrent vers Bruxelles, vers la capitale, cette très belle ville. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus attendre. À 7 ans, tu commences le piano, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Et c'est à cet âge-là aussi que tu as découvert une passion pour la musique. Il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que c'est vraiment ce qui me passionnait le plus. Forcément, à 7 ans, on plonge un peu dans un tas d'activités extrascolaires. Et donc, mes parents m'ont inscrite au conservatoire et j'ai commencé le piano avec le solfège. Et au départ, c'est un peu difficile parce que c'est beaucoup de théorie, mais j'ai souvent voulu arrêter parce que c'était pas facile, j'avoue. Je vais vraiment être transparente, mais mes parents m'ont poussée et ils m'ont dit « Tu nous remercieras plus tard ». Effectivement, Et c'est le cas. c'est le cas, je les remercie aujourd'hui, oui. Parce que c'est un peu comme le sport, il faut quand même pratiquer assez souvent pour pouvoir apprendre rapidement et ne pas perdre, je suppose, surtout au début, acquérir vraiment les bases. Bah oui, exactement. Il y a vraiment une discipline à avoir et étant jeune, c'est pas facile de comprendre vraiment l'importance de ce qu'on fait quand on a 7 ans. On commence, on se dit bon, je vais essayer, si j'aime pas, j'arrête. Mais pour le coup, c'est vraiment la musique, c'est pas le truc le plus simple. Niveau théorie, c'est très difficile, je trouve. Et pour un enfant, comprendre à quoi servira la théorie. Et c'est vrai que tu parles de théorie, on ne s'imagine pas spécialement que ça demande beaucoup de temps, de théorie justement pour l'apprentissage. Tu sais également jouer de la guitare. Oui. C'est vrai. Oui, moins bien, beaucoup. Vraiment moins moins bien que le piano, pour le coup. C'est important pour toi en tant qu'artiste de pouvoir jouer plusieurs instruments. Oui, c'est très important et il faut agrandir son catalogue un maximum. Moi, après, la guitare, c'est parce que je voulais me balader avec un instrument et effectivement, le piano, c'est pas facile. Et en trouver un peu partout, c'est pas facile non plus. Donc à l'époque, je m'étais mise un peu vraiment de manière autodidacte à la guitare. Toute seule, j'avais appris dans ma chambre pour pouvoir justement chanter un peu partout où je voulais, quoi. C'est vrai que se balader en train avec un piano, c'est pas C'est clair. ce qu'on voit tous les jours. Adolescente, tu montes sur tes premières planches lors de mariages et de petits concerts privés. Et en parallèle de ça, tu étais fan d'Adèle, Oui. la chanteuse. Oui, Tu l'es oui. encore ? Ah oui, toujours. Toujours ? Donc tu suis encore ces dernières nouveautés. Oui, comment ne pas le suivre ? Je veux dire, dès qu'on allume les réseaux sociaux, même quelqu'un qui ne la suit pas voit ce qu'elle fait C'est en vrai. ce moment parce qu'elle est tellement gigantesque que voilà. Mais non, j'adore sa musique, j'adore en fait l'univers qu'il y a et surtout qu'elle est partie de rien. Bon, elle a fait une très très belle école à Londres, mais comme la plupart des artistes que j'aime en ce moment, mais elle est indétrônable, je trouve, et elle m'a beaucoup inspirée. Justement, c'est elle qui t'a donné goût à la musique ? La première chanson que j'ai faite en cover, c'était Someone Like You. Ah oui, Ouais. ok. Toute première. La toute première. Ouais, c'était Donc pas c'est vraiment très... mémorable pour toi. Ouais, mais que pour moi. Parce que franchement, c'était pas ouf. Mais justement, depuis tes débuts, il y a une très belle évolution. Même si déjà de base tu chantais très très bien. En 2012, à 15 ans, tu participes à l'émission Belgium's Got Talent, une émission semblable à La France, un incroyable talent. Oui. Tu atteindras la finale. Félicitations. Merci. Lors des auditions, tu interprètes Every Time We Touch de Cascada, Oui. une musique des années 2000, accompagnée de ta guitare justement. Et ta prestation, elle a bouleversé tout le monde sur le plateau. C'est vrai En plus. qu'il s'est passé quelque chose, ouais. Est-ce que c'était un besoin de se challenger ? En fait, à chaque fois que j'ai participé à une émission télé, c'est jamais moi qui me suis inscrite. C'était toujours des amis à l'école. Parce que moi, j'aimais bien chanter dans la cour de récré. Et alors, tout le monde venait autour et on chantait ensemble. Et puis,
c'est comme si je donnais des cours de chant, enfin on m'appelait un peu la prof et tout. C'était drôle et des amis qui étaient vraiment qui me supportaient énormément, qui aimaient ce que je faisais, m'ont inscrite tout simplement et puis j'ai reçu ce fameux coup de fil. J'étais vraiment dans les halls de mon école secondaire et j'ai reçu ce coup de fil. Bonjour Mila, vous êtes prise à Belgium's Got Talent et ne sachant pas qu'elle m'avait inscrite, j'étais carrément surprise, c'était trop bien quoi. Ça t'a donné de la force, j'imagine. Ah ouais, énormément. Tu parlais justement du rapport face à passer devant les caméras, etc. On sait, hein, c'est pas donné à tout le monde de passer devant les caméras, surtout dans une période comme l'adolescence, parce qu'on a peur du regard des autres, on a peur d'être jugé, surtout que voilà, il y a 10 ans de ça, les réseaux sociaux commençaient aussi à prendre forme, donc il y avait aussi les retours via les réseaux. Quel a été ton rapport au stress face à ces premières expériences en télé ? Oula, très mauvais rapport. Franchement, je suis encore à l'heure actuelle, je pense que j'ai vraiment beaucoup de mal de gérer mon stress. Moi, je suis quelqu'un de très, très enthousiaste et vraiment dans les extrêmes, quoi. Et franchement, les seuls moments où je suis calme et apaisée, je pense que c'est quand je chante et le soir chez moi, c'est tout. Sinon, quand il faut parler, quand il faut se donner en public comme ça, c'est très, très difficile et je veux pas dire que cette prestation-là m'a appris énormément de choses, mais en tout cas, c'était une sacrée expérience, quoi. Et je me suis découverte, parce que ce stress-là, j'avais encore jamais ressenti. Et je me suis découverte dans ce stress-là et dans tout ce qui allait avec. Et non, franchement, c'était une énorme expérience pour l'âge que j'avais. Et pourtant, en 2017, tu remets le couvert. 5 ans plus tard, on te retrouve cette fois-ci dans le cadre d'un célèbre télécrochet nommé The Voice Belgique. Cette fois, ton parcours prend fin lors des lives, donc quand même à un stade assez avancé. Est-ce qu'après ta participation à Belgium's Got Talent, tu avais un sentiment de revanche à avoir ? Non, pas du tout. Ça me manque, j'ai encore envie de le faire et bien sûr chaque personne qui participe à ce genre de télécrochet a cette envie d'arriver jusqu'au bout quoi, et de remporter le prix, mais finalement non, moi c'était plus ça me manque de chanter devant des gens, ça me manque d'avoir du retour, ça me manque de partager ce que je fais, donc c'était vraiment juste ça quoi. Mais tu parlais de stress tout à l'heure, justement la gestion du stress, tout ça. Est-ce que ces expériences elles t'ont renforcé au niveau de ta confiance en toi, sur le fait de gérer ton stress avant de monter sur scène, passer à la télé aussi, devant un public ? En fait, déjà j'avais exactement la même dose de stress que 3 ans auparavant. Franchement, je vais être honnête, ça ne m'a pas aidé à forger ma confiance en moi. Ça, je le fais encore tous les jours. J'y travaille tous les jours et je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai confiance en moi à 100%. Comme personne finalement, enfin je pense qu'on est tous comme ça, mais non, ça, c'est surtout au niveau de l'expérience et de rencontrer des gens du milieu. Ces télécrochets m'ont aidé justement à forger mon expérience à ce niveau-là, mais pas au niveau du stress. Personne n'est prêt à être jeté dans l'arène comme ça. C'est se lancer vraiment dans une bassine d'eau froide. Ouais, c'est ça, ouais, franchement, il n'y a pas vraiment d'outils à part se dire ça va aller, crois en toi. Mais c'est dur, du haut de mes 18 ans et de mes 15 ans, c'est dur, c'est très dur. Mais tu es là aujourd'hui au micro de Pop-Up, donc ça veut dire que tu as su franchir le cap avec brio. Tu parles de personnes du milieu, et justement dans The Voice cette année-là, on pouvait retrouver parmi les coachs BJ Scott, Quentin Mosiman, Big Flo et Oli, Marc Pinilla du groupe Suarez. Au final, ton coach, ce sera Quentin Mosiman, DJ et compositeur suisse. Pourquoi lui en particulier ? Qu'est-ce qui t'a le plus plu chez lui ? Alors, j'aime beaucoup cet artiste et je l'aime toujours autant maintenant. Mais il se trouve que c'est lui qui m'a choisi finalement. Donc, j'ai été contrainte d'être dans son équipe. Mais c'était vraiment pour un mieux parce que c'était un des artistes du jury qui me parlait le plus. J'aimais bien parce qu'il touchait un peu beaucoup finalement, à l'électronique, mais en même temps, il avait cette sensibilité du milieu acoustique. Quoi, il est très polyvalent. Exactement. Et puis, il a lui-même participé à la Starac, donc un télécrochet. Donc, il savait en même temps se mettre devant la caméra et dans la peau des artistes dans The Voice, quoi. Donc, non, c'est un tout et c'était une très belle rencontre. Que retiens-tu de ton passage à The Voice et notamment aux côtés de Quentin Mosiman ? Est-ce que ça a marqué un tournant dans ta carrière musicale ? Oui, je peux dire que oui. Hein, ça a été très, très difficile quand l'émission s'est arrêtée, quand l'aventure s'est arrêtée.
c'est comme un peu une rupture amoureuse où on doit s'en remettre, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'étoiles et de paillettes d'un coup, et puis d'un coup, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, parce que forcément, j'ai quitté l'aventure et que la vie redevient comme avant. J'ai eu beaucoup de contacts, j'ai eu beaucoup de retours, et finalement, on en parle encore aujourd'hui de cette émission, donc je suis très contente de l'avoir faite. On le sait, lorsqu'on est artiste, c'est important d'avoir des références lorsqu'on se lance dans la musique. Je t'ai demandé, en préparant cette émission, quel était le titre musical qui était le plus inspirant pour toi ? Une question qui a été compliquée. Oui, méga compliqué. Méga compliqué. Dans tes choix, on retrouvait Tom Odell avec le titre Another Love. C'était en 2013. Il évoque le souhait d'exprimer son amour malgré les cicatrices sentimentales dues au passé. Et on va s'écouter un tout petit extrait. En quoi le titre et les paroles ont-ils un sens particulier pour toi ? Waouh. Question complexe. Question complexe. Il m'a fallu 2 semaines pour te donner cette ref. Écoute, franchement, cette chanson, elle est intemporelle. Enfin, je sais pas, mais moi, je sais que dans 50 ans, je pourrais encore l'écouter avec autant de passion que maintenant. C'est surtout, en fait, le piano qui m'a touchée dans ce morceau. Piano incroyable, voilà. Tous les jours, j'essaye de composer une musique avec. Souvent, on prend une ref quand on compose quelque chose en studio. Et souvent, cette ref revient parce que le piano est incroyable. Et les paroles, mon Dieu, il exprime, en fait, tout ce que, à l'époque, avant d'écrire mes propres chansons, j'avais du mal d'exprimer. Donc, ce fameux thème de l'amour qui est, encore une fois, intemporel et qui parle à toutes les générations et toutes les personnes, c'est souvent comment dire, c'est ce thème-là qui me parle le plus à moi, en tout cas. On retrouve beaucoup, justement, l'amour et on aura l'occasion d'en reparler plus tard dans le podcast. Aussi, dans ta sélection, on retrouve un célèbre titre des années 2000. Il s'agit de Back to Black d'Amy Winehouse, un titre de 2006, qui a également donné le nom au célèbre documentaire musical retraçant la vie de l'artiste. Est-ce que ça te dit d'écouter un extrait ? Carrément, oui. Allez, c'est parti. D'un point de vue musical, Amy Winehouse, c'est un modèle pour toi ? Oui. Un peu comme Adele ? Exact, mais genre c'est le premier modèle. Elle a pris la première place. Ah, elle a pris la première place, carrément ? Ah ouais, de fou. Elle a vraiment elle est plus... Ses chansons sont plus tournées vers le jazz, ce qui ne me concerne pas non plus parce que mes chansons ne le sont pas, mais elle a vraiment un univers, une touche, un côté écorché, artiste écorché comme ça que j'aurais tellement aimé avoir 20 ans dans les années où elle en avait 20 aussi, quoi. Enfin vraiment c'est mon rêve, mais bon, c'est impossible. Il y a un accessoire que tu portes tout le temps et là bon, vous le voyez pas, mais elle le porte aussi. C'est le bob. Le fameux. Le fameux bob. C'est vraiment devenu un élément signature dans ton style. Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire un accessoire central dans ton look ? Alors, c'est une bonne question parce que finalement, au départ, c'était même pas réfléchi. J'étais chez moi, j'allais m'enregistrer en vidéo pour un cover, comme ça, je sais même plus c'était quelle chanson. Et la luminosité était pas ouf dans ma chambre. Et du coup, on voyait pas très bien. Et donc, je me suis dit, quitte à ce qu'on voit pas trop mon visage, j'ai pas envie qu'on se dise, on voit rien, t'es dans le noir. Je voulais mettre un petit truc sur ma tête. Et c'était vraiment le seul bob que j'avais chez moi parce que je porte pas de chapeau normalement, ni de casquette. Enfin, j'aimais pas, c'était pas mon style. Et je l'ai mis, j'ai tourné cette vidéo. Et puis j'ai trouvé ça cool. Et je me suis dit, pourquoi pas le mettre à chaque fois ? Et en fait, voilà, c'est arrivé comme ça. Je me sentais trop bien en fait quand je le mettais. J'arrivais vraiment à faire cette distinction entre moi, Mila, de la vie de tous les jours, et moi, Mila, quand je fais de la musique, quoi. C'est un heureux accident en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que cet accessoire il reflète une certaine partie de ta personnalité ou de ton parcours ?
Ouh, c'est une bonne question. Deuxième bonne question. Ouais, mais carrément. Tu me fais réfléchir finalement. Prends ton temps. On me l'a jamais posé cette question. Je pense que ça marque le changement dans ma musique, quoi. Ouais. Avant, je faisais les télécrochets, j'avais Passe-Bob et je chantais les chansons des autres en anglais finalement. Et maintenant, j'écris mes propres chansons en français. Donc ouais, ça marque c'est nouvelle ère le pour nouveau. toi. Ouais, nouvelle ère. Tu as une communauté qui te suit énormément sur les réseaux. Tu as l'occasion d'avoir de très bons retours. Franchement, tu as une communauté en or. Comment tu décrirais ta relation que tu as avec elle ? Oh là là, je suis très très directe et je réponds à tous les messages. En tout cas, c'est très important pour moi de connaître le ressenti et de savoir ce que les gens qui écoutent ma musique ont à dire finalement. Parce que c'est aussi, comme tous les artistes, c'est à travers eux que je construis ce que je construis. Et je dirais pas qu'on est fusionnels, pas du tout, mais on est très proches, quoi. J'ai vraiment une communauté bienveillante à 100%, quoi, en tout cas pour l'instant. Mais je suis pas contre non plus un ou deux haters, c'est cool aussi, tu vois. C'est cool. Ça met des challenges, bien sûr. non, mais on est très soudés et ils sont toujours là, vraiment, que ça soit au concert ou à travers les réseaux, les vidéos, donc c'est trop bien. On en parlait justement tantôt, quand tu as commencé tes premiers télécrochets, les réseaux sociaux étaient dans les débuts. Maintenant, on est en 2025, donc les réseaux sociaux prennent une énorme place à l'heure actuelle. C'est devenu vraiment la norme. Comment tu gères ton image et ta présence sur les réseaux sociaux ? C'est important pour toi de montrer que tu es présente pour ta communauté ? Oui, c'est très important. C'est pas le plus facile parce que forcément, moi j'ai commencé la musique quand c'était Facebook qui était au top du top, vous voyez. C'était il y a longtemps. Écoute, franchement, quand j'ai fait Belgium's Got Talent, je me rappelle que Instagram n'existait pas, je pense, et je recevais que des messages sur Facebook. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que c'était pas vraiment la priorité avant, c'était de faire des concerts, de faire des lives, d'aller à la rencontre des gens en vrai dans les concerts, voilà. Mais maintenant, c'est de plus en plus à travers les réseaux, derrière un téléphone, et c'est très bien parce que ça nous ouvre vraiment un champ de possibilités infini. Si tu as envie de contacter quelqu'un, tac, et c'est bon, tu le contactes. Si tu as envie de faire un live, voilà, et de chanter ta nouvelle chanson, pas besoin d'organiser un concert pour la chanter. Tu fais un live et tu la chantes, quoi. En gros, c'est très, très utile. C'est un énorme outil que nous, les artistes, avons à l'heure actuelle. Donc, c'est très important de bien l'utiliser. C'est pas toujours facile. Parce que moi j'ai pas encore ce réflexe de dès qu'il se passe un truc, tac, prends mon téléphone et rec le truc, mais j'y viens et j'y travaille parce que c'est méga important pour moi de partager ma musique, voilà, tout simplement. Ta passion, oui. Voilà, mais il faut pas oublier que c'est aussi important de bien garder en tête que le réel, le contact direct et aller à la rencontre des gens vrais dans la vie, c'est important aussi. C'est même plus important que le réseau. Ouais. Tu gères toi-même ta com, j'imagine. Oui. Il n'y a personne, ou alors on t'aide peut-être à réfléchir pour du contenu, mais c'est toi principalement qui gères tes comptes. Oui, bien sûr, c'est moi qui les gère et j'ai une équipe qui m'aide à faire en sorte que le projet prenne de l'ampleur, mais oui, c'est moi qui ai mes comptes, hein, bien sûr. En 2023, tu sors ton premier EP qui s'intitule Mila, avec un auteur 5 titres, dont un feat avec 13 Mini. À avoir choisi de nommer ton premier EP Mila, c'était symbolique à tes yeux? Ouais, carrément. C'est mon premier bébé. Et mon premier bébé, c'est-à-dire que à travers tous les titres qui composent cette EP, c'est comme si c'était des titres que je voulais écrire depuis longtemps déjà, mais j'en étais incapable jusqu'au moment de les écrire pour cette EP. Et voilà, j'ai voulu faire simple. Parce que je suis simple finalement. T'es une fille simple. Ouais, franchement. Je confirme, t'es très très simple et très sympa. Cool. Un titre qui va connaître un véritable succès, c'est Si tu pars, et compte près de 20 000 écoutes sur Spotify. Oui. Oui. Ça fait perdre la tête. Hein. Ça fait perdre la tête, mais surtout qu'il a monté vraiment dans les chiffres dernièrement, dans les dernières semaines. Ouais, donc ça me remplit de joie que tu me donnes ce chiffre-là, parce que j'avais pas encore le chiffre mis à jour. Il fallait venir dans Pop-Up. Ouais, voilà, c'est ça. Et on va écouter un petit extrait. Et si tu pars encore une fois, je t'écrirai pourquoi j'avais peur d'avoir le mal de toi. Oh là là, je t'aime, et je t'aime, et je t'aime.
Oh là là, je t'aime, je t'aime, je t'aime. J'avais peur d'avoir le mal de toi. Ça me semble particulièrement poignant comme phrase. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette peur de l'absence ? Ouf. Cette peur de l'absence, ça me hante tous les jours. Franchement, j'ai très peur d'être abandonnée de manière générale, que ce soit en amour, en amitié, en travail, quoi que ce soit. J'ai très peur quand les liens se brisent, en fait. Moi, c'est quelque chose qui me donne Des des frissons, ouais. Sur tes réseaux, on te voit très proche de ton papa. C'est vraiment très beau cette fusion que vous avez entre vous. On le voit découvrir tes nouveaux singles, notamment 10 mois récemment. Vous semblez entretenir vraiment une relation très fusionnelle ensemble. Comment tu gères le regard qu'il porte sur ton travail ? Quelle place prennent ses avis par rapport au reste de ta communauté ? Ils ont une place très importante et très rassurante aussi. Je veux dire, dès que j'écris un morceau et que je juge qu'il est écoutable, je le fais direct écouter à mon père. Vraiment, c'est le premier à qui je le fais écouter. Le premier réflexe ? Ouais, de fou. À qui je l'envoie directement. Et allez, il a toujours eu des avis positifs finalement. Lui, il kiffe vraiment ma musique de fou. Et quand il y a un truc qu'il aime un peu moins, il me le dit aussi. Mais c'est que pour aller de l'avant, quoi. Et c'est très important pour moi de lui faire écouter ma musique et d'avoir son retour et son ressenti, ouais. Avoir choisi de partager ces instants avec ton papa sur tes réseaux sociaux, c'est important pour toi de le mettre en avant ? Oui, parce que c'est un des seuls de mon entourage qui se laisse filmer aussi, qui se laisse être filmé aussi. Donc, et j'adore ses réactions et les retours qu'on a pour les vidéos que je mets en ligne avec lui sont toujours... c'est trop touchant, quoi. Vraiment, mon père, il a ce petit truc dans le regard qui fait que même moi, quand je regarde la vidéo, après, je suis là en mode, j'ai une petite larme à l'œil, quoi. Vraiment, je le trouve trop touchant, mon père. Et parfois, il a même pas besoin de parler beaucoup. C'est rien que de le voir écouter ma chanson, ça me remplit de bonheur. Ouais. Et je trouve que même l'émotion qu'il dégage, c'est vrai, tu le dis, il parle pas spécialement beaucoup dans les vidéos, mais l'émotion qu'il dégage, même à travers son regard, à travers la caméra, c'est très touchant, c'est très poignant. Bah ouais, c'est ça. Et puis mon père, faut savoir que c'est un homme qui parle énormément. Vraiment, il parle beaucoup, il parle tout le temps, il fait tout le temps plein de blagues, il rigole non-stop. Mais quand il écoute mes chansons, il se concentre de fou. Et ouais, à la fin, il me dit, je savais pas quoi dire, j'ai plus les mots. Parce que mon père, il est jamais à court de mots, hein, ok. Mais voilà, il a plus les mots et moi, ça me touche, quoi, parce qu'il écoute vraiment. Il y a beaucoup de gens qui écoutent et puis qui parlent en même temps et puis qui, je sais pas, même envoient un message, tu vois ce que je veux dire. Hein, Ouais. Quand t'as la perte de l'attention comme ça, c'est chiant, je t'avoue. Mais mon père, non, ça n'arrive jamais. Et c'est ça que je kiffe quand je lui fais écouter ma musique et c'est pour ça que je le fais encore maintenant tous les jours, quoi. Mais ta maman est aussi présente sur tes réseaux, plus en story, sous la forme de vocaux, etc. Elle en pense quoi, justement, de ton travail à l'heure actuelle ? Bah, c'est comme mon père, hein. Ma mère adore ce que je fais. On habite un peu plus loin que mon père et moi. Et du coup, on se voit beaucoup moins souvent. Mais tous les jours, on s'appelle au moins une fois. Et non, à chaque fois, elle me demande comment ça se passe, ce qu'elle peut faire pour m'aider. Alors, forcément, je veux dire, elle n'a pas tous les outils en main parce que ma mère, elle n'est pas du tout dans le milieu artistique, ni elle ne fait pas du tout de musique. Donc voilà, mais elle me soutient à fond, quoi, à 2000%. Et quand il y a un concert, elle est là à chaque fois, quoi. En avril 2024, tu sors Orage, un single aussi beau que puissant. Ce son qui a marqué une percée inévitable occupe la première place en termes d'écoute sur Spotify avec près de 105 000 lectures. C'est énorme. Ouais, en fait, plus le temps passe, plus ça augmente. Ouais, tous les jours, on tourne à 300-400 écoutes en plus et c'est énorme, enfin, que sur Spotify pour le coup, donc les autres plateformes aussi, donc c'est trop bien quand tu additionnes tout ça. Mais non, Orage, gros tournant dans ma carrière, hein. Franchement, franchement, quand j'ai sorti ce titre, j'en étais convaincue. Parce que sinon, je sors pas un morceau. Hein. Mais j'étais quand même en mode oh là là, je chante quand même non-stop dedans, je chante fort, c'est qu'un piano-voix. Est-ce que ça va parler au public et tout ? Et franchement, ouais, ça a parlé de fou. Et c'est exactement ce que j'aime le plus faire, en fait. Piano-voix avec une chanson à texte. Mais c'est très intimiste comme écoute. Il évoque la crainte de perdre la passion et le sens que l'on éprouve dans une relation. Oui. Mais exprime aussi le désir de surmonter des périodes difficiles. Oui. C'est ça qui est très fort. On écoute un petit extrait. Même si le monde se
réfléchir au milieu des orages. Je veux pas qu'on se rende triste, je t'emmènerai quelque part. Laisse-moi tout reconstruire au milieu des regards. Moi je veux qu'on sente vie. Moi j'ai juste peur qu'on rêve plus. J'ai juste peur qu'on rêve plus. Est-ce que tu parles d'une histoire complètement fictive ou issue de ta propre expérience ? Un peu des deux, je dirais. Le gros message central, c'est le message d'espoir. J'ai vraiment commencé à écrire cette chanson parce qu'un jour, j'étais dans ma douche, quoi, et ça m'a fait du bien de pleurer. Parce que voilà, quand on pleure dans la douche, personne ne peut le voir ni l'entendre, donc c'est cool. Et franchement, j'ai commencé à l'écrire directement après. Des fois, il y a des trucs qui vont tellement bien dans la vie, que ce soit, voilà, encore une fois, relations personnelles, donc amour, amitié ou professionnelle, ou peu importe. Mais des fois, quand ça se passe tellement bien, on a envie de mettre pause, en fait. On a envie de se dire, oh, et si jamais ça restait comme ça tout le temps ? Profiter du moment présent. Exactement. Mais tu sais, et on le sait tous pertinemment, que dans la vie, il y a des hauts et des bas, et que même si on fait tous les efforts du monde, des fois, les choses vont un peu moins bien, quoi. Mais moi, je veux pas en arriver à cette étape, tu comprends ? J'ai envie de mettre pause et que tout reste bien. Je veux pas que tu m'aimes un peu moins, je veux pas qu'on se quitte, je veux pas que ça aille moins bien que ça l'était hier. C'était trop bien, tu te rappelles, enfin, tu vois ? Et du coup, c'est ça le message de Orage. Puis tu as aussi une personnalité qui est très solaire, très remplie de good vibes. Donc, pour toi, des moments plus bas, je suppose que ça t'impacte beaucoup plus qu'une autre personne lambda. Ouais, franchement, je suis hyper sensible, hein. J'ai longtemps cru que c'était un gros défaut, mais je commence à me faire à l'idée que vas-y, c'est peut-être pas un défaut de fou, c'est peut-être une qualité finalement, mais il faut juste bien doser le truc, parce que effectivement, moi, quand ça va bien de fou, et quand ça va pas, je te laisse imaginer. Oui, j'imagine. Il faut utiliser la pensée positive. Voilà. Orage t'en fera un live tourné au sein même de la gare de Bruxelles Centrale. C'était prévu, ce live, ou c'était complètement sauvage ? C'était prévu. Ce live-là était prévu, ouais, parce que justement, pendant des mois et des mois, j'allais à la recherche de piano public et chanter un peu dans les rues, ce qui n'était pas prévu, donc sauvage. Mais là, le live à la SNCB, c'était un partenariat avec eux pour inaugurer le piano de la gare centrale de Bruxelles, parce que je suis une grande fervente de piano public et d'aller me poser un peu partout à l'improviste. Donc voilà, on s'était dit telle heure, tel jour, on vient avec le matos et on a filmé ça, et waouh, c'était genre vraiment peut-être un des meilleurs moments de ma vie. Ouais. C'est eux qui sont venus vers toi, ou c'est toi qui es venu vers eux ? J'allais souvent répéter chez Pianoman, donc un magasin de piano à Bruxelles, et j'ai posé la question à la secrétaire, savoir, parce que c'est eux qui mettent les pianos publics, c'est leur marque, savoir comment on faisait pour connaître les dates, en fait, tout simplement, des pianos en gare 2024, et elle m'avait donné le contact, et via, on s'est dit, pourquoi pas faire l'inauguration. Ouais, voilà, donc trop fou. En juillet 2024, on te retrouve au Francofolie de Spa, donc à Liège, sur la scène des Francophes, la scène dite du piétonnier musical. Le but étant de faire découvrir l'art musical à un autre public, un public curieux en quête de nouveautés belges. C'était ton premier gros festival ? Oui. Pour le premier, mais c'était encore via le concours, hein. C'était pas... Oui, il faut s'inscrire, etc. sur leur site web. Ouais. Quand tu as été sélectionné, ça a été quoi ton ressenti ? Qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion sur le moment même où on t'annonçait que tu étais prise pour participer au concours ? Je me suis dit, trop bien, ma musique parle, et j'aurai la chance du coup de pouvoir défendre ma musique devant un jury et un public. Et non, j'étais ravie, quoi. Et ça s'est super bien passé, hein. Et ça te conforte à l'idée que tu as trouvé ta place dans le milieu ? Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que je l'ai trouvée ou pas encore, je suis sûre qu'il y en a une, et moi, je ferai que ça toute ma vie, de toute façon. Donc, je compte pas arrêter demain, quoi. Donc, on peut espérer t'entendre dans les prochaines semaines, carrément. mois, prochaines années encore. Ah non, mais bien sûr, c'est sûr. Je suis désolée, j'ai jamais été aussi sûre de moi. Mais genre, ma musique, j'aime trop la partager. Du coup, vous pouvez être sûr que je vais pas m'arrêter là, quoi. Le rendez-vous est pris. Plus récemment, en octobre dernier, tu sors 10 mois, un titre qui est vite adopté par ta communauté et qui va flamber encore plus sur l'ensemble de tes réseaux. On écoute un petit extrait. Dis-moi comment faire pour te
moi je veux me perdre dans ton livre, mais ça ne suffit pas. Dire qu'au fond de toi, tu penses avoir peur et revivre ça. Encore un titre en piano-voix, avec une voix très douce. Quel message voulais-tu passer derrière ces paroles qui évoquent justement la communication ? Un message vraiment très très simple, c'est que parfois les non-dits dans une relation, ça peut être très difficile à vivre. Et c'est vraiment ce message c'est important de communiquer un max, parce que il y a que comme ça qu'on peut comprendre ce qui se passe, en parler et soit arranger les choses, soit abréger les souffrances. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mettre un terme à quelque chose qui fait du mal. Les paroles sont très introspectives et pleines de questionnements. Est-ce que ce texte, ces paroles ont été difficiles à écrire, à sortir ? Ouais. Très très difficile. Mais j'ai l'impression que ça faisait déjà un bon bout de temps qu'il fallait qu'elles sortent. Elles ont été écrites donc avec 2 autres personnes à Durbuy Musique, un endroit où j'ai adoré faire un camp d'écriture. Et on a mis une journée à l'écrire, à l'enregistrer et à la finir tout simplement. Mais on pourrait se dire que c'est long, une journée, mais finalement, pour un morceau de A à Z, c'est très, très, très rapide. Et donc, voilà, elles ont été difficiles à sortir, mais en même temps, c'est comme si c'était logique que ce jour-là, elles s'écrivent, quoi. C'est vraiment quelque chose que tu voulais sortir, en fait. Ouais. Et communiquer. Ouais. De fou. Toutes les chansons que j'écris sont issues d'expériences que j'ai vécues, forcément, ou de choses qui me touchent. Et c'est comme une thérapie, la musique, voilà, tu le sais très bien. Et moi, j'ai besoin d'écrire certaines choses. Si je les écris pas, je me sens mal et j'ai besoin de me sentir bien. Donc, j'écris. Voilà. T'écris, c'est ta thérapie. Exactement. Tu fais souvent des camps comme ça entre artistes, musiciens, pour pouvoir écrire, brainstormer ensemble aussi ? J'en ai fait quelques-uns, mais j'en fais pas assez, je trouve. Donc, d'ailleurs, cette année 2025, un des gros objectifs, c'est d'en faire plus et de réunir plus un max d'artistes autour de mon projet, parce que je trouve qu'il faut agrandir le projet, agrandir la dimension. J'ai besoin que d'autres personnes mettent leurs mots sur certaines choses. Du coup, j'en fais pas assez, mais j'en ai déjà fait quelques-uns qui se sont avérés vraiment exceptionnels. Ouais. C'est là où tu as rencontré 13 Mini ? 13 Mini, on s'est rencontrés en studio, mais Okay. Pour le coup, c'était pas un camp d'écriture, mais un peu le même principe, quoi. On réunit 2 artistes et on voit comment ça se passe. Okay. Et ça s'est très bien passé. Et est-ce qu'il y a un artiste belge ou même à l'international avec lequel tu aimerais bien faire un featuring ? Oui, bien sûr. Oui. Un seul ? Un seul. Encore une question difficile, tu vas me dire. Mais... Non, franchement, c'est très simple. Je dirais Stromae direct. Ah ouais ? Ouais, de fou. Ouais, ça c'est la j'adore. Belgium Touch. Je l'adore. Franchement, j'adore sa musique. Et je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi j'aime sa musique. J'imagine que vous le savez. Hein, vraiment, c'est un artiste exceptionnel. Mais non, ce serait mon rêve vraiment de le rencontrer juste déjà. En décembre dernier, tu donnes un concert à la Tricoterie à Bruxelles. L'événement est sold out. Ça a été quoi justement ta réaction face au fait que ce soit sold out ? Incroyable, vraiment incroyable. On s'attendait pas à ce que ça soit sold out si vite en fait. C'est vraiment 2 semaines avant la date. C'était déjà guichet fermé, donc c'était incroyable de découvrir ça. Et surtout que les gens demandaient encore des tickets, quoi. Donc on a dû trouver des solutions avec le lieu aussi pour pouvoir accepter des personnes en plus. Et le jour même aussi, il y avait de nouveau des personnes encore en plus au guichet à l'entrée à qui on a dû malheureusement refuser parce que c'était vraiment plein à craquer. Et c'est vraiment objectif accompli, vraiment trop contente, quoi. Trop contente. Il y a une autre salle à Bruxelles que tu aimerais bien faire ? Ouais, bien sûr. Forcément, il y a la baie. Alors, il y a plusieurs salles dans la baie. Moi, j'aimerais viser la plus petite, qui est quand même pas si petite. Je rêverais de faire un concert ou une première partie là, vraiment de fou. Parce qu'en plus, c'est en plein centre, c'est bien situé et c'est quand même une renommée. Bourse, oui. Ouais, c'est une renommée incroyable, quoi, l'ancienne Belgique. Et les botaniques aussi. Hein. Oui, hein. Ouais. On pourra peut-être te retrouver aux Nuits du Botanique. Oh là là! Un jour. Un jour peut-être. Cette année peut-être. Je croise les doigts. Lors de cette représentation donc à la Tricoterie qui était vraiment très riche en émotions, pour l'avoir vécu, on confirme, on peut voir que le public, ton public, reprend en chœur Orage. Qu'est-ce que ça t'a fait quand tu as entendu justement ton public chanter avec énormément de cœur
ton titre? C'était trop fou. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il y en ait quelques-uns qui la chantent parce que j'ai quelques amis vraiment qui la kiffent de fou et qui connaissent les paroles par cœur. Donc en tête, j'avais je compte sur vous pour la chanter. Mais je m'attendais pas à ce que tout le public la chante et si bien en fait. Et je me rappelle, donc je commence à la chanter et puis je me disais, bon allez, pendant le refrain, je veux les entendre fort. Et du coup, c'est pour ça que j'ai lâché mon micro. Et ce moment-là, précisément, c'était vraiment, enfin, j'avais le cœur qui battait à 2000 à l'heure et des frissons partout et des larmes dans les yeux. Ça se voyait pas parce que j'ai mon bob, d'ailleurs, ça sert à ça aussi. Mais franchement, non, c'était vraiment, comme je l'ai dit peut-être déjà, ce concert-là, c'était le plus beau concert que j'ai fait jusqu'ici. Et j'en ai fait beaucoup, hein, pour dire ça. Et justement, on en parlait en off, c'est quand même une salle qui est assez particulière. Qui est très intimiste. C'était ton souhait de réaliser ce concert dans une salle comme la Tricoterie? Oui, la salle s'y prête, se prête totalement au setup de mes concerts, quoi. Vraiment, pour le coup, c'était acoustique. La salle a été pensée pour des instruments acoustiques, donc pas besoin de mettre 3000 effets reverb sur les micros. Il y avait aussi déjà ce fameux piano d'outre-ligne à cordes que j'adore, qui était sur place, tellement mieux que jouer sur un synthé, pour le coup. Et les gradins avec les sièges du Théâtre de la Monnaie de l'époque. Trop beau, vraiment. C'était le cadre parfait pour ce concert que je voulais réaliser. T'en gardes un très bon souvenir, ouais. donc. Sur les réseaux, on peut voir que ces derniers temps, tu passes beaucoup de temps en studio. Est-ce que tu vas bientôt revenir avec un nouveau single ou un nouvel EP dans les prochains mois? Est-ce qu'on peut espérer ça? Oui, bien sûr, carrément. Ouais, je ne dirai pas encore le titre de cette chanson, mais beaucoup la connaissent déjà, car je l'ai chantée à mon dernier concert d'ailleurs. Mais je n'ai pas encore de date précise, mais on y travaille parce que l'objectif de cette année, c'est de sortir un maximum de musique, forcément, parce que sans musique, on sait alimenter rien d'autre finalement. Et donc l'objectif, c'est quelques singles et bien sûr un EP qui devrait commencer à être composé en mars-avril. Ok, Ouais. donc on reste à l'affût de tout ça. C'est encore des singles, un EP qui vont parler d'amour. Le message universel de l'amour, c'est un de mes messages préférés, donc oui. Mais il y aura d'autres directions intéressantes. Ouais, mais le plus important, c'est que les gens se reconnaissent et se retrouvent dans ma musique, quoi. Donc, je ne vais pas choisir le sujet maintenant, mais je sais qu'il y aura de l'amour, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y aura des feats? On verra. On verra. On n'en dit pas plus. Mystère. Malheureusement, c'est déjà la fin de cet épisode avec toi, Mila. Lors du dernier podcast avec Millie Hopes, je lui avais demandé quel était le conseil qu'elle donnerait à quelqu'un qui aimerait se lancer dans la musique. Alors, je réitère ma question. Souviens-toi, lorsque tu étais en coulisses, juste avant ton premier passage en télé, qu'aurais-tu aimé qu'on te dise? Quel conseil aurais-tu aimé entendre? Ce que j'aurais aimé entendre, c'est concentre-toi sur toi, kiffe. Profite un maximum, ne fais pas attention à ce qui se passe autour, juste rappelle-toi pourquoi tu es là, pourquoi tu veux faire ça, tout simplement. Et moi ce que j'aurais répondu, c'est merci du conseil, c'est le meilleur conseil ever parce qu'on me l'a jamais donné et franchement, ça m'aurait aidé de fou. Merci beaucoup, Mila. Elle est belge, elle a beaucoup de talent. Ça a été un plaisir d'avoir pu te découvrir personnellement et artistiquement. Pour découvrir son univers et ne pas manquer ses dernières créations, rendez-vous sur ses réseaux sociaux. Vous pouvez notamment la retrouver sur Instagram et TikTok sous le pseudo de Mila avec 2 L, _VTL. Est-ce qu'on peut espérer te retrouver bientôt sur scène? Ah oui, bien sûr, ouais. Dans les 6 prochains mois? Ah oui, bien sûr. J'ai trop hâte d'ailleurs. Donc, n'oubliez pas, on reste à l'affût sur ces réseaux sociaux. Et si vous voulez encore en savoir plus sur cette jeune artiste talentueuse, ne manquez pas très prochainement sur nos réseaux le Pop-Up Express de Mila, une vidéo dans laquelle elle devra faire face à des dilemmes. Et pour ne pas la rater, une chose à faire, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok et Blue Sky. Quant à nous, on se retrouve pour le prochain épisode le jeudi 3 avril. D'ici là, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. À très bientôt et ne l'oubliez pas, la scène pop belge regorge de talent.